Bonjour et bienvenue à tous dans le replay de ce webinaire consacré à la gestion de la collecte, au traitement, à l'indexation et à la communication des documents électroniques avec le logiciel HyperDoc Archive. Je suis Lisa Tétier, archiviste consultante pour l'entreprise ELP, ELP édition de logiciels professionnels. Alors je vais tout d'abord vous présenter en quelques mots l'entreprise. Donc l'entreprise ELP est un éditeur de logiciels de gestion documentaire, bibliothéconomique et d'archivage et depuis 1986. Il compte actuellement une dizaine de collaborateurs et est un partenaire certifié Microsoft. Et les solutions développées par ELP offrent des fonctionnalités dédiées à la gestion des archives, à l'organisation et à la gestion bibliothéconomique, à la création de panoramas de presse et bien sûr leur diffusion auprès des collaborateurs, ainsi qu'à la gestion documentaire. Pour les établissements qui nous font confiance, donc nous travaillons actuellement avec des établissements qui soient publics ou privés. Il peut s'agir de grosses entreprises comme de communes et de collectivités. Maintenant, je vais vous présenter les grandes fonctionnalités du logiciel HyperDoc Archive. Donc, il s'agit d'un logiciel d'archivage hybride qui gère et accompagne à la conservation, au stockage et à la communication des archives, que ce soit des archives papier et les documents électroniques qui sont liés à ces archives papier, ce qui va particulièrement nous intéresser dans ce webinaire. Donc pour vous parler rapidement des fonctionnalités du logiciel, donc ce logiciel va vous permettre de collecter, enfin assurer la collecte, le traitement, la conservation et la communication des archives. Il va également, lors de ce traitement, gérer le cycle de vie des documents, donc que ce soit en fonction de leur durée de conservation et leur sort final, pour ensuite déterminer à quel moment il faudra ensuite détruire ou conserver définitivement le document. Le logiciel vous permettra également de gérer les espaces de conservation sous la forme d'une structure arborescente qui va du magasin jusqu'à la tablette. Donc vous aurez une vue sur vos différents espaces de conservation. Le logiciel va aussi vous permettre d'optimiser les échanges entre les différents acteurs de l'archivage, par exemple entre les archivistes et les services producteurs, mais également avec les collaborateurs d'un établissement et les services de contrôle comme des archives départementales ou tout autre service de contrôle selon votre structure. Et ce qui va également nous intéresser particulièrement dans ce webinaire, c'est je vais également vous montrer comment assurer le suivi sécurisé des opérations et des mouvements des archives et des documents électroniques. Alors, pour répondre à cette question, comment réussir la collecte, le traitement, l'indexation et la communication des documents électroniques? Donc, nous allons d'abord voir quel est le processus de traitement que propose HyperDoc Archive pour la gestion des documents électroniques. Donc, notamment, comment va se passer l'importation et la conversion du document pour qu'il ait un format beaucoup plus pérenne. Ensuite, je vous indiquerai comment ajouter et gérer les métadonnées liées au document. Donc, pas uniquement des métadonnées techniques, comme l'auteur du document, quelle est la date de création et de modification du document, mais également des métadonnées de gestion qui vont contextualiser finalement la création ou la réception du document dans un service. Je vais ensuite vous montrer comment, grâce au logiciel HyperDoc Archive, vous pourrez réaliser une recherche, donc que ce soit dans le contenu des documents électroniques, à partir de leur indexation, mais également, bien sûr, les documents papier qui pourront ensuite, si par exemple un collaborateur souhaite demander la numérisation de tel ou tel document papier, il pourra, en toute autonomie, envoyer cette demande à l'archiviste qui pourra ensuite euh, réaliser la numérisation du document. Et ensuite, nous parlerons
Je vous décrirai des éléments un peu plus techniques concernant la conformité et la protection des données. Alors, je vais partager dans un premier temps, je vais vous montrer dans un premier temps. Voilà. Alors, nous nous trouvons dans le logiciel HyperDoc Archive sur le profil de l'archiviste 1. Donc, concernant l'ajout de documents électroniques, en tout cas de leur importation dans un versement, l'archiviste, mais également le correspondant qui va préparer son versement pour ensuite le transférer au service des archives, ces acteurs vont pouvoir ajouter des documents électroniques dans leur versement. Il y a deux possibilités pour cet import. Donc, je vais afficher un versement qu'a pu créer le correspondant du service juridique. Donc ici, nous nous trouvons dans le détail du versement. Dans ce premier encart, vous avez toutes les informations qui caractérisent le versement. Vous avez également accès à une boîte virtuelle. Donc, il s'agit un premier espace pour stocker vos documents électroniques. Si par exemple, dans un versement, vous avez également des documents électroniques qui ne sont pas forcément liés aux boîtes d'archives présentes dans le versement, vous avez quand même la possibilité d'accéder à une boîte virtuelle ici qui va vous permettre d'ajouter des documents ici à cette boîte virtuelle. Donc il faut tout d'abord créer une unité documentaire. On appelle unité documentaire un document contenu dans la boîte virtuelle et qui va nous permettre de caractériser le document. Donc là, on est plutôt sur des métadonnées de gestion, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, je vais enregistrer une première unité documentaire et je vais pouvoir associer à cette unité documentaire un document électronique ici. Donc, il peut s'agir vous pouvez importer tous les formats bureautiques que vous souhaitez, que ce soit du document Word, du document PDF, l'Excel, du PowerPoint. Vous avez la possibilité d'importer ce type de document bureautique. Donc, par exemple, je vais enregistrer une facture que je vais stocker dans ma boîte virtuelle. Donc, je vais reparler dans quelques instants de ce type d'informations qui sont rattachées aux documents électroniques. Mais vous avez également la possibilité, donc je vais revenir sur le détail du versement et quitter la boîte virtuelle. Vous avez également la possibilité d'associer un document électronique à une boîte d'archives. Enfin, en tout cas, aux documents contenus dans la boîte d'archives. Si par exemple, vous avez dans votre boîte d'archives, par exemple, les frais de déplacement de Madame Durand. Nous allons nous rendre dans le détail de cette boîte d'archives. Donc, il s'agit de l'ensemble des frais de déplacement de cette collaboratrice. Vous avez la possibilité ensuite, comme pour la boîte virtuelle, d'ajouter une unité documentaire, de lui associer des informations, mais j'en reparlerai plus tard. Et ensuite d'associer un document. Par exemple, ici, retrouver nos factures. Et alors, ce qui est intéressant avec le logiciel HyperDoc Archive, c'est que vous avez donc le document qui est finalement un document Word classique. Automatiquement, lors de l'importation de ce document Word, une copie PDF va être automatiquement générée. En fait, il s'agit d'un format PDF-A qui va être donc la copie pérenne de du document original. Vous avez également la possibilité de voir les métadonnées techniques de ce document, par exemple un auteur, date de modification, date de création. Bien sûr,
des informations supplémentaires peuvent être ajoutées dans cet encart en fonction de ce qui est lié au document électronique importé. Vous avez aussi différentes informations, comme une référence unique pour chaque document électronique, ce qui va faciliter sa gestion et la recherche de ce document. Vous avez également euh, un code de hachage et un algorithme de hachage. Donc, en fait, il permet au logiciel de vérifier et contrôler l'intégrité du document à partir de son empreinte numérique, ce qu'on appelle ici code de hachage. Il s'agit d'un code alphanumérique qui permet d'identifier le document sans pour autant y accéder, pour des questions de confidentialité. Donc il s'agit d'un numéro unique qui va identifier le document et voir s'il n'y a pas une anomalie lors de contrôles d'intégrité ou d'exhaustivité. Vous avez ensuite bien sûr le nom du document, l'auteur du document qui est automatiquement renseigné et intéressant également, vous avez la possibilité de consulter le contenu du document et bien sûr de pouvoir l'imprimer et le télécharger. Je pense vous avoir tout dit concernant l'importation et la conversion des documents, en tout cas les fonctionnalités qu'offre HyperDoc Archive, pour justement faire en sorte que l'importation soit sécurisée et que l'archiviste ait toujours accès au document original et au document papier. Maintenant, une fois que l'archiviste a réalisé cette importation, enfin l'archiviste ou le correspondant, en tout cas le collaborateur qui a l'autorisation de réaliser des versements pour le service d'archives, vous avez l'utilisateur a la possibilité d'ajouter des informations supplémentaires au document et donc de finalement caractériser les documents du versement. Il peut y avoir un nom d'auteur, une date précise, par exemple 26 mars 2022, par exemple. Euh, il peut également ajouter une année de début, une année de fin, s'il s'agit d'un dossier avec plusieurs documents et donc plusieurs dates. L'utilisateur a également la possibilité de modifier le classement en fonction du contenu du document et automatiquement, une fois que la rubrique de classement a été modifiée, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que cette rubrique de classement dépend du tableau de gestion. Comme vous pouvez le voir, quand je me rends sur le détail du versement, ici, on peut voir que mes boîtes d'archives sont associées à différentes rubriques de classement. Et en haut de chaque ligne, nous avons le nom du tableau de gestion qui a été, qui a été associé aux boîtes d'archives. Donc le tableau de gestion de service juridique, et ensuite l'utilisateur a sélectionné, par exemple, la rubrique de classement chrono issue du tableau de gestion. Voilà pour cette information. Et donc je vais revenir à mon document. Donc comme je vous le disais, vous avez la possibilité de modifier cette rubrique de classement en fonction du contenu du document. Et automatiquement, si par exemple vous choisissez une autre rubrique de classement que chrono, par exemple, la durée de conservation et le sort final vont être automatiquement modifiés si la durée de conservation est plus longue ou plus courte, et le sort final s'il est à détruire ou à conserver définitivement. Et bien sûr, si vous modifiez, par exemple, les dates extrêmes qui se trouvent ici, et qui sont plus importantes, que, les dates extrêmes globales de la liste des boîtes d'archives, il va y avoir automatiquement un héritage de ces informations. Je pense vous avoir tout dit concernant, la gestion des métadonnées, que ce soit des métadonnées de gestion ou des métadonnées techniques.
Bien sûr, vous avez aussi la possibilité, ici, de caractériser de manière spécifique votre boîte d'archives et même votre versement. Et donc, à ce moment-là, de votre document électronique. Par exemple, vous pouvez spécifier, associer des informations supplémentaires qui vont caractériser le versement, par exemple, à partir d'un élément qu'on appelle la nature. Par exemple, étant donné que je dépends du service juridique, je vais pouvoir avoir une liste de natures possibles pour caractériser mon fonds. Donc, je vais rester sur la nature fonds et cette nature fonds va générer automatiquement des champs d'information complémentaires pour caractériser soit la boîte d'archives, soit le versement et par extension le document électronique. Donc, si par exemple je change de nature, je vais avoir un seul champ et ensuite revenir à mes champs ici. Donc il y a plusieurs, vous avez la possibilité d'indexer un document électronique vraiment à différentes échelles et de spécifier et caractériser le document à partir des natures. Alors, nous allons maintenant passer à la recherche des documents électroniques. Donc, vous avez plusieurs possibilités en tant qu'archiviste, puisqu'ensuite je vous montrerai rapidement le formulaire de recherche d'un utilisateur qui est légèrement différent de celui du profil archiviste et beaucoup plus simple. Donc, l'archiviste a la possibilité de rechercher un document électronique. Il peut soit rechercher un mot ou une expression sur l'ensemble de la base de données ou uniquement sur le contenu des documents. Il peut également rechercher des documents à partir du nom d'un établissement, par exemple l'établissement 1, et ensuite à partir d'un service. L'archiviste peut également faire une recherche à partir d'une rubrique de classement, les dates de documents, le titre du document, un auteur, etc. Et également l'extension d'un fichier. Donc, si par exemple, je veux retrouver les archives de Mme Durand, faire une recherche administrative, on peut voir déjà qu'on a un certain nombre de documents ici qui concernent cette personne. Je peux également faire une recherche sur le contenu des documents pour retrouver le CV de Mme Durand, ici. Là, par exemple, nous avons des versements concernant Madame Durand et ici, nous avons son CV. Et à partir des résultats de recherche, vous avez la possibilité de consulter et de télécharger un document électronique. Par exemple, ici, je vais avoir la possibilité de trouver le CV de Madame Durand. Et j'ai la possibilité d'exporter les résultats de recherche, donc soit au format CSV, Excel ou PDF. Et de bien sûr filtrer ma recherche en fonction des éléments, enfin des documents que je souhaiterais retrouver. Après, vous avez également la possibilité, et les utilisateurs et collaborateurs ont la possibilité, de faire une recherche, de réaliser une recherche sur des documents papier. Et si par exemple ces documents papier ne sont pas disponibles au format numérique, ils ont ensuite la possibilité d'envoyer une demande de numérisation au service des archives. Donc nous allons faire une recherche toujours sur Madame Durand. Ensuite, par exemple, étant donné que ce sont des informations administratives, je vais me diriger, faire mes recherches sur la direction des ressources humaines.
Pour préciser les choses, en tant qu'archiviste, j'ai la possibilité de consulter tous les documents et toutes les boîtes d'archives qui y sont référencées dans la base de données. Mais en tant qu'utilisateur, tout dépendra des droits de consultation de cet utilisateur. Par exemple, si je fais partie du service juridique, je n'aurai pas forcément le droit de consulter les documents électroniques du service de communication ou de la direction des ressources humaines. L'archiviste a la possibilité de configurer les droits de consultation de chaque utilisateur ou même de chaque groupe d'utilisateurs. Voilà pour cette précision. Et là, comme euh, on peut voir ici que j'ai quelques documents concernant Madame Durand, mais qui ne sont pas numérisés encore. Donc, je vais les sélectionner et je vais pouvoir ajouter ces documents qui sont encore des documents papier à mon panier de demande de communication. Donc, il s'agit d'un panier comme on peut en voir dans les sites web marchands. Donc, vous ajoutez vos préférences dans le panier et ensuite, vous pouvez réaliser une demande de communication. Donc, soit une demande d'emprunt, une demande de consultation sur place, dans le bureau de l'archiviste ou en salle de lecture. Et vous pouvez, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, envoyer une demande de numérisation. Là, actuellement, je suis sur le profil de l'archiviste. Si par exemple, seul l'archiviste peut se connecter au logiciel HyperDoc Archive, à ce moment-là, l'archiviste, pour des raisons de traçabilité, peut enregistrer une demande de numérisation. Donc on aura ce type de formulaire pour enregistrer et transférer la demande de numérisation. Ici, l'établissement demandeur, si par exemple l'archiviste doit gérer plusieurs annexes rattachées à un établissement. Ensuite, sélectionner le service demandeur. Il peut s'agir par exemple de la direction des ressources humaines. De sélectionner le demandeur. Donc à chaque fois, on va avoir la liste des utilisateurs rattachés à un service ou une direction. Et éventuellement des observations. Après, bien sûr, si je change de profil, si par exemple je suis sur le profil du correspondant du service juridique, je ne vais pas avoir le même formulaire qu'un archiviste. Je vais avoir automatiquement des informations sur mon service et sur mon login avec le nom de mon établissement. Et à ce moment-là, je pourrais indiquer dans les observations quels sont les documents euh, qu'il faudrait numériser le plus rapidement possible, avec une date souhaitée. Et donc, le correspondant va envoyer sa demande ici, et ensuite, l'archiviste pourra retrouver cette demande. Donc là, ici, nous avons automatiquement une vue en tant que correspondant sur la demande avec les documents concernés que le correspondant souhaiterait obtenir sous le format numérique. Et en tant qu'archiviste, je vais retrouver ma demande de communication ici, à la date d'aujourd'hui. Et ensuite, il va pouvoir consulter la liste des archives et des documents qui sont concernés. Il va ensuite avoir la possibilité soit d'accepter, soit de refuser partiellement ou tout refuser la demande de communication. Alors, je vais accepter cette demande de communication, voilà, pour la date prévue. Après, l'archiviste a la possibilité de modifier la date, ici, et il va ensuite pouvoir retrouver toutes les demandes de numérisation en cours, ici, dans cette liste, ainsi que les demandes de numérisation qui ont été traitées.
Donc, je vais retrouver ici ma demande de communication. Je vais ensuite, en tant qu'archiviste, pouvoir ajouter des documents, associer des documents électroniques à mon document papier. Donc ici, par exemple, la correspondance de Mme Durand, par exemple, un chrono. Donc, je vais choisir ici, un document numérisé. Je vais pouvoir choisir, par exemple, dans la correspondance de Mme Durand, il y avait un rapport ici. Je vais donc associer un document électronique. Je vais pouvoir consulter ce rapport. Et donc, ce premier traitement est réalisé. Je vais retourner sur ma demande de communication, enfin ma demande de numérisation, et je vais faire ce travail-là pour chacune des boîtes d'archives, en fonction bien sûr des observations envoyées par l'utilisateur. Et une fois que j'ai fait tout ce travail d'importation pour chaque boîte d'archives, je vais pouvoir cliquer sur le bouton traiter. Ce qu'il faut également savoir, c'est que en réalisant ce travail de numérisation, vous, vous mettez à jour automatiquement la base de données et ces documents électroniques sont ensuite associés dans la base de données à leur équivalent papier. Là, on peut voir que il y a encore, comme me l'indique le logiciel, des documents papier ne sont pas encore associés à des documents électroniques, en tout cas certains. Donc, vous avez la liberté soit de confirmer que vous avez bien traité la demande, ou revenir en arrière et continuer votre traitement. Voilà, numérisation traitée. Et vous pourrez ensuite retrouver cette demande traitée ici. Maintenant, je vais vous parler de la manière dont HyperDoc Archive va vous garantir la conformité et la protection des données. Alors, j'ai juste oublié de vous dire que, bien sûr, pour revenir aux demandes de communication, lorsque la demande de numérisation est traitée, l'utilisateur, en tout cas le demandeur qui a envoyé cette demande de numérisation, recevra un mail qui lui indiquera que la demande de numérisation a bien été traitée et avec un lien vers sa demande de numérisation. Donc comme ça, il pourra accéder à la liste des documents numérisés par l'archiviste. Maintenant que je ferme cette parenthèse, et donc nous allons maintenant parler de la manière dont HyperDoc Archive peut garantir la conformité et la protection des données, euh, grâce notamment à deux rapports. Donc je vais revenir sur mon diapositive. Diapositive. Alors, je vais vous présenter ici le module supervision. Grâce à ces deux captures d'écran, il s'agit donc des contrôles réalisés, des contrôles qui ont été réalisés très récemment. Et donc, le module supervision va permettre de lancer deux tâches. D'abord, le contrôle d'intégrité ici et un contrôle d'exhaustivité. Et chaque rapport est généré automatiquement avec une programmation périodique qui peut être réalisée par l'administrateur. Alors, pour vous parler du contrôle d'exhaustivité, donc ce contrôle a pour objectif de calculer et vérifier si les versements et les unités d'archivage, donc les boîtes d'archives, mais également les unités documentaires, les documents électroniques enregistrés dans la base de données, n'ont pas été détruites accidentellement. Donc, le rapport généré référence les anomalies qui ont été repérées. Par exemple, il y a une anomalie dans les versements stockés, puisqu'apparemment une quarantaine de versements présentent une anomalie.
Et une alerte est donc adressée à l'administrateur en cas d'erreur. Et alors, concernant le contrôle d'intégrité, ce contrôle vérifie l'intégrité des fonds et des documents conservés par échantillonnage. Par exemple ici. Le contrôle indique si des informations et le support des documents n'ont pas été modifiés ou altérés lors du processus d'archivage. Et donc, ce processus de contrôle s'effectue par la comparaison entre le résultat du calcul de l'empreinte numérique du document et l'empreinte enregistrée dans le journal de cycle de vie des archives au moment de l'importation du document. Donc, en cas d'anomalie, si les documents concernés les documents concernés sont donc signalés comme invalides. Donc, par ce résultat KO. Donc, le hashcode est différent. Alors que pour d'autres documents, le résultat est bon. Et en cas d'anomalie, donc les documents sont indiqués comme invalides et l'administrateur effectue ensuite des réparations nécessaires sur les documents concernés grâce à des boutons d'action. Eh bien, ce webinaire, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, j'espère que ce webinaire aura été très instructif. Si les fonctionnalités présentées vous intéressent, vous pouvez nous contacter, soit à partir de notre site internet, soit directement par mail ou par téléphone pour que nous puissions organiser une démonstration plus poussée du logiciel si ce dernier vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.